Allez, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous une fois de plus dans Matin Bonheur en ce lundi 13 janvier 2020. Nous poursuivons le mode récap. Aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qui a émaillé les mardis, la fameuse journée de mardi composée du droit, composée bien sûr des matins d'Isaac à la radio, sans oublier bien sûr e-digital. Bonjour Alix. Bonjour Marco, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier jour de la semaine ouvrée. Lundi donc, dans la dynamique des récapitulatifs, Marcelin l'a dit, on va voir tout ce qui nous a occupés pour les mardis, notamment l'e-digital, le droit et bien sûr nos amis de la radio. On va démarrer tout de suite, à part l'image du jour, on garde les fondamentaux, c'est ceci. L'image du jour avec le pêcheur de balles de golf, assez original, hein. C'est une image avec laquelle on aimerait commencer cette semaine pour rester bien sûr dans le giron de l'originalité. Allez, tout de suite, on ouvre les vannes de ce premier rendez-vous de la semaine avec le récapitulatif au niveau bien sûr de l'e-digital. C'est parti. E-Digital s'intéresse aujourd'hui à l'intelligence artificielle. Depuis longtemps, on nous parle d'intelligence artificielle, le monde va venir, ça va changer, tout ça. Dites-nous tout, Monsieur Mexan, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est cette technologie qui a pour but de permettre de créer des entités, des logiciels, des robots qui prennent des décisions qui sont cohérentes. Avec toutes les informations qu'elles ont, c'est prendre des décisions qui sont cohérentes. Des décisions qui sont cohérentes. Qui sont cohérentes. C'est-à-dire, C'est-à-dire, quelle est la cohérence, hein? Quel est le niveau, le degré de cohérence de ces décisions-là? le niveau de cohérence est défini par, c'est la meilleure décision qui soit en fonction des informations que j'ai à l'instant. Un exemple d'utilité de l'intelligence artificielle dans notre société de tous les jours. Oh, dans notre société de tous les jours, l'intelligence artificielle permet de diagnostiquer des maladies, permet de déterminer qui a accès au crédit, permet de programmer les horaires des bus. Tout le monde a un smartphone. Quand tu vas sur une application, un moteur de recherche, ce que tu vois est défini par ça. Quelquefois, ça peut même te renfermer dans ce qu'on appelle une bulle, puisque tout est filtré en fonction de ça. L'intelligence artificielle permet aussi à des entités de pouvoir négocier de manière dématérialisée. L'aéroport de Stansted a un drone qui empêche... Stansted, c'est où? Au Royaume-Uni. Oh, ok. Qui empêche des avions d'atterrir et de décoller. Ils contactent de manière autonome les autres aéroports pour leur demander est-ce qu'ils ont de la place pour lui. Bon, il y a beaucoup de bouleversements qui sont inhérents à aux agents intelligents dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, éclairer un peu nos lanternes, parce qu'on est vraiment bleu sur ce sujet? La révolution à laquelle on assiste actuellement est similaire à la révolution industrielle. On assiste à... Du 19e siècle. C'est ça. On a beaucoup de petits éléments qui se mettent en œuvre. Quelquefois, on ne voit pas forcément les liens, mais qui accélèrent la productivité. De la même manière, la révolution industrielle a commencé par la machine à vapeur et après, toutes les usines ont commencé à être efficaces. On a commencé notre ère avec les ordinateurs, les bases de données, Internet. Et la productivité a eu un boost. Mais en 2005, on a constaté un ralentissement de cette productivité-là, de cette hausse de productivité. On a commencé à se poser des questions. Mais les récents événements de l'intelligence artificielle nous confortent qu'il y a beaucoup de choses à venir. Donc, quels événements concrètement? La possibilité des machines de reconnaître des images, de résoudre des problèmes, la traduction automatique aujourd'hui avec un téléphone, tu vas dans un pays, tu vois un signe, tu peux automatiquement comprendre ce que ça veut dire, ce qui n'était pas possible une décennie avant. Qu'est-ce qu'on appelle données? Déjà, il faut noter qu'une donnée, c'est tout type de... quelque chose qui peut donner l'information. Donner l'information. Non, qui peut permettre d'avoir une information. Donc, ça peut être une image, ça peut être un document, ça peut être un dossier. Tout ce qui permet d'avoir de l'information, en fait.
Alors aujourd'hui, on a arrimé ce terme-là de l'ouverture. Qu'est-ce à dire? Déjà, l'ouverture des données donc, qui vient d'un terme anglophone qui veut dire open data, donc ça permet déjà d'avoir des données disponibles, donc que ce soit dans le secteur privé comme dans le secteur public. Donc ces données-là doivent être déjà disponibles. Une fois qu'elles sont disponibles, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ces données-là. Une fois qu'on a accès à ces données-là, on doit permettre aussi à tout un chacun de pouvoir l'exploiter et surtout l'utiliser à bon escient pour en refaire encore une nouvelle donnée qu'on peut aussi mettre à disposition de tout le monde. Alors, vous avez utilisé des mots qui me touchent tout de suite. Exploiter, utiliser, bon escient. Justement, est-ce que les données que nous avons en Afrique sont exploitées, utilisées à bon escient? Et puis, avec la multitude de sociétés de téléphonie que nous avons, est-ce que nos données sont protégées en Afrique? Déjà, pour répondre à la première préoccupation, déjà par rapport aux données, est-ce qu'on a ces données-là en Afrique? Je pense que c'est un travail qui est en train de se faire. Nos gouvernements, pour la plupart, ont signé des accords disant qu'on peut mettre à disposition les données, mais sur le fait, c'est pas véritablement ça. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, pour le pays que je maîtrise le plus dans la région, on a signé quand même ces accords et on fait partie même d'un grand consortium des organisations des pays ouverts, dits ouverts. Mais ce qui se passe, c'est que dans les administrations, par exemple, si je veux un document, normalement, je devais l'avoir dans un format qui me permet de l'exploiter assez facilement. Mais il se trouve que on a signé l'accord, on dit que la donnée est disponible, mais la donnée n'est pas exploitable par celui qui la prend. Par exemple, c'est un document qui est en PDF, mais au lieu de rester même serait-ce qu'en PDF qui est encore bon, qu'on peut encore utiliser, même si ce n'est pas le format adapté, on prend le PDF et on le fait en photo. Donc, tu ne peux même pas l'exploiter, tu ne peux même pas enlever les informations qui sont là-dessus. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'est une sensibilisation que tout un chacun doit venir. Maintenant, pour revenir à votre question, à savoir, est-ce que nos données sont protégées? Oui, on a des régulateurs qui s'occupent de cela normalement. Et c'est vrai que je vois Marcelin qui craque sa gorge. Non, j'ai un chat dans la gorge. D'accord. Non, mais non, pour être plus sérieux, il y a des accords avec les régulateurs qui sont... Donc, si moi, en tant que citoyen, je vois que ma donnée a été exploitée pas dans le cadre pour lequel l'opérateur téléphonique a dit au régulateur qui voulait l'exploiter, je peux me plaindre aujourd'hui auprès du régulateur pour dire telle ou telle compagnie a utilisé ma donnée personnelle, pas dans le sens qu'il avait dit qu'il devait le faire, parce que ces accords-là, on peut les avoir sur le site des différents régulateurs pour dire comment ils ont le droit d'exploiter nos données. D'accord, là c'est le volet de l'exploitation. Et la mise à disposition, ça nous ramène à la numérisation de l'administration dans son entièreté? Oui, pas seulement la numérisation. Je pense aujourd'hui, le gouvernement a mis en place tout ce qui est réforme administrative et autres, donc un département qui s'occupe de ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment sensibiliser les agents, parce que tu as besoin d'une donnée. Moi, en tant que citoyen, j'ai besoin d'une donnée. Quand tu pars demander l'information, on te dit non, de demander encore au directeur. Le directeur te ramène vers son supérieur qui te ramène après vers le ministre. Bon, il y a la KIDP, mais jusqu'à date d'aujourd'hui, est-ce qu'on sait qu'on peut aller vers la KIDP pour... donc, c'est une cellule une commission qui a été mise en place pour que moi, en tant que citoyen, si je vais dans une administration, qu'on me refuse l'accès à une donnée, je peux aller leur parler de cela. Comment certifier les comptes, pages, profils sur les réseaux sociaux? D'abord, c'est quoi une certification? Alors, la certification, c'est un mécanisme sur les réseaux sociaux qui permet de confirmer que ce compte qui porte tel nom X est bien géré par la personne se prévalant de cette identité-là. Donc, de façon terre à terre, c'est de dire, derrière chaque compte, c'est de dire si la personne qui gère ce compte-là est bien la personne qui est habilitée à le gérer. Voilà, donc c'est symbolisé par une marque bleue, voilà, qu'on met juste à droite du nom de profil ou alors de la marque, une petite marque pour symboliser que ce nom a bien été certifié par Facebook, par Twitter ou alors par Instagram. Alors, comment certifier une page ou un profil Facebook, par exemple? D'accord. Alors, avant peut-être de parler de ça, on va peut-être dire c'est quoi l'importance d'avoir un compte certifié. Alors,
Pour voir Donc là, l'importance. vous l'avez déjà dit, hein, à l'entame, c'est l'important, c'est de savoir que ça vous appartient. Exactement. Ça, c'est une importance vraiment évidente, capitale. D'accord, on reviendra peut-être, mais pour certifier un compte Facebook, si on peut avoir peut-être la slide, On va parler, ça va venir. la slide 2, c'est très. Vous partez sur la page que vous voulez certifier. Vous allez dans ce qu'on appelle la page d'aide. Donc la page d'aide, c'est cet espace de page qui est tout en fait en haut qui. C'est cette page qui est derrière nous, celle-là. Ça, c'est Twitter, la page juste avant. Juste avant. Juste avant, oui. Allez, juste allez-y, avant. continuez, ça va Donc venir. vous avez une espèce de point d'interrogation qui Celle-là. est tout à fait en haut, tout à fait en haut. Donc vous cliquez dessus, c'est la page d'aide de Facebook. Vous saisissez comment obtenir un badge de certification bleue. Vous allez cliquer dessus. Et lorsque vous cliquez, vous déroulez le test qui suit. Vous avez formulaire qui est très évident, qui est un lien hypertexte. Vous cliquez dessus. Et une fois que vous avez le formulaire, vous allez mettre dans le formulaire... Désolé, hein, si on n'a pas la réalisatrice se débat comme elle peut pour que ce soit D'accord. fait, parce qu'il y a des fois des soucis au niveau informatique, justement. Exactement. Mais bon, ce qui sont en train d'être réglés. D'accord. Et donc, c'est dans la slide 1, vous avez dit. La slide 2. La slide 2, oui. la slide La 2. slide Et là, oui. ça concerne la certification des pages ou Facebook. profils Facebook. Exactement. Donc, lorsque vous allez sur ce formulaire-là, vous spécifiez l'huile que vous voulez certifier. Donc, j'imagine que si c'est Maslin qui veut certifier ce compte, il mettra l'huile de son compte. Et il va motiver pourquoi il estime que son compte doit être certifié par Facebook. Donc, il dit globalement que je suis un homme de médias qui produit des contenus. Donc, il y a besoin de prouver que les contenus proposés là sont des contenus de qualité qui sont bien de Marcelin. Donc, il motive ça. Alors, il faut qu'il prouve qu'effectivement, c'est Marcelin qui est en train d'utiliser ce compte-là. Donc, il va faire le scan de d'une pièce d'identité. Ça peut être un passeport, ça peut être une carte nationale d'identité, ça peut être le permis de conduire. Donc, il scanne tout ça et il envoie à Facebook. Donc, globalement, vous avez quelques minutes jusqu'à 2 semaines pour que Facebook vous réponde. Alors, Facebook peut décider de certifier Marcelin ou ne pas certifier. Alors, on va se demander quelles sont les conditions sur lesquelles Facebook se base pour certifier X ou Y personne. Alors, prioritairement, on a 3 grandes raisons. La première raison, c'est le respect des conditions, on va dire les conditions d'utilisation de Facebook. C'est comme toute entreprise. Là, on va un peu dans le juridique de Facebook. Là. Exactement. Donc, si Marcelin respecte les conditions d'utilisation de Facebook, c'est la première raison qui sera cochée. Après, on demandera, est-ce que le profil de Marcelin est public? Vous allez voir que certaines personnes, lorsqu'elles vont sur Facebook, elles ont des comptes privés. Lorsqu'elles font des publications, vous allez voir que ces publications ne sont vues que par leur contact et pas tout le monde. Si le compte de Marcelin est de ce type-là, il ne sera pas certifié parce qu'on estime que son compte n'est pas public. Troisième raison, c'est est-ce qu'il est d'intérêt public? Ça veut dire quoi? Est-ce que le compte est d'intérêt public? Est-ce que les sujets abordés par Marcelin sont des sujets qui intéressent tout le monde? Si Marcelin vient et parle, excusez-moi peut-être de tout ce qui se passe dans sa maison, sa passion qu'il a pour son chien, est-ce que ça intéresse tout le monde? Facebook va estimer que non. Par contre, si Marcelin vient et qu'il parle, on va dire, d'actualité politique, d'actualité sportive, des choses qui intéressent tout le monde, on dit tiens, c'est un compte d'intérêt public. Alors Facebook voit tout ça et peut décider de certifier. Alors, ce n'est pas toutes les raisons. La raison la plus, la plus importante, c'est le côté célébrité. Alors, n'importe qui, la question c'est est-ce que tout le monde peut demander une demande de certification? Absolument. Et est-ce que tout le monde peut avoir ce fameux sésame bleu sur son compte? Non. Il faut avoir une certaine célébrité dans le domaine sur lequel vous intervenez très souvent sur le compte Facebook. Donc, si Marcelin est un domaine des médias qui parle très souvent de l'actualité, il y a de fortes chances que Facebook certifie le compte de Marcelin. Alors, est-ce à dire que la publicité ne concerne seulement que soit les entreprises ou quelqu'un qui a un produit en particulier? Un individu ne peut pas faire de la publicité? Absolument, absolument pas. Et c'est l'avantage de Facebook, c'est venu démocratiser en fait, on va dire, le fait de faire de la publicité. Vous êtes un individu lambda, un particulier qui a son petit commerce. Facebook vous permet de faire votre publicité de bout en bout sans avoir besoin forcément d'un spécialiste. Vous avez l'interface donc de gestion de publicité sur Facebook. Vous avez juste à créer votre compte et puis créer votre publicité. Et Facebook vous donne la main et vous assiste à créer votre publicité. Alors, quand vous le dites comme ça, c'est simple, c'est clair, c'est concis. Mais est-ce qu'il existe une régulation, Barthélemy?
En termes de publicité Oui, sur Digital. Facebook. Alors, la régulation, c'est Facebook on va dire qui la met. Elle se décline comment? Alors, vous avez votre produit, votre offre, vous publiez grâce à Facebook et Facebook vous facture au clic, vous facture à la fin de la campagne. En fait, voilà techniquement ce que ça se fait. Maintenant, dans nos pays, nous n'avons pas encore pour l'instant, comme ça se fait, je crois, avec les publicités au niveau de la RT et de la radio, nous n'avons pas un organisme en fait régalien qui, on va dire, puge des taxes sur la publicité. D'accord. On va séquencer pour chaque entité Oui. la manière de faire de la publicité. Exactement. On a des personnalités publiques, Oui. on a des personnalités lambda, Oui. on a des produits. C'est ça. Voilà, personnes on a morales. des personnes morales Oui. ou personnes physiques Oui. qui peuvent se trouver sur Facebook. Pour chaque entité, Oui. comment orienter la publicité? Alors, déjà, les principes de base pour faire la publicité, on a 3 grands principes de base. Vous avez ce qu'on appelle la stratégie, parce que si vous voulez faire une publicité, que vous soyez une personnalité, que vous soyez une personnalité morale, que vous soyez une personne lambda qui a son service, vous avez besoin d'avoir un objectif. On a vu auparavant cette espèce d'image d'entonnoir. Ça s'appelle l'entonnoir de vente, c'est très connu en marketing. Vous avez 3 grands niveaux. La sensibilisation, parce qu'on considère que lorsque vous êtes sur un marché, la plupart des personnes ne connaissent pas vos produits et ne sont pas conscients des problèmes que vos produits permettent en fait de résoudre. Donc vous avez dans une phase de sensibilisation, leur montrer en fait qu'ils ont tel problème et que vous avez la solution. Ensuite, vous avez au niveau du niveau 2, vous avez ce qu'on appelle la considération. C'est-à-dire que lorsque la personne est sensibilisée, elle se dit, tiens, telle personne, tel commerce permet en fait de résoudre mon problème. Et enfin vient l'étape cruciale que tous les vendeurs veulent, c'est l'étape d'achat, donc de Des décision commandes, d'achat. oui. Voilà. Alors, pour rester dans la ligne d'Alix, ce Oui. qu'Alix a demandé, le séquençage de la publicité, Oui. est-ce que c'est tout qui peut faire sa publicité sur Facebook? C'est pour ça que je dis ça dépend de votre objectif. Et votre objectif, par exemple, en tant qu'homme Est-ce qu'il n'y politique, a c'est pas de vous faire... d'éthique? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la publicité Ou par de exemple, canevas. voilà. Est-ce Oui, qu'il y a parce pas de qu'il ne faut canevas pas entendre la publicité faussement l'acte commercial. Il ne faut pas voir que je suis en train de vendre peut-être une chemise, d'accord. ça peut être que voilà, j'ai réalisé une bonne action, j'ai envie de dire... sociale. J'ai besoin de faire connaître ça pour que si éventuellement, on va dire, des personnes qui sont dans ce besoin-là, puissent aussi contacter. Comme on le voit avec Donc, c'est certains pas forcément, exactement, c'est pas forcément, on va dire, l'acte d'achat. En cela que Facebook a beaucoup d'objectifs, on va dire marketing derrière. Vous n'avez pas que la partie vente, vous avez aussi la partie notoriété qui permet, par exemple, pour une personnalité, voilà, voici les différents objectifs que vous avez au niveau du marketing. Vous avez la première, vous avez totalement à gauche, vous avez les différentes étapes en fait pour créer votre publicité. Vous avez la phase donc, de la campagne, les objectifs qu'il faut que vous définissiez. Ensuite, vous avez juste après les audiences que vous définissiez, parce que comme on l'a dit, Facebook, l'un des gros avantages de Facebook, c'est que ça vous permet de cibler en fait vos audiences. C'est pas comme la radio ou la télévision, quand vous avez une réclame, elle passe à l'ensemble en fait des auditeurs ou des téléspectateurs. Avec Facebook, si on peut rester sur la slide, avec Facebook, vous avez l'opportunité de dire, ben, tiens, moi je veux communiquer qu'envers les personnes qui ont cliqué une fois sur mes publications. Je veux communiquer envers les personnes qui sont venues sur mon site web, qui ont mis un produit dans le panier et finalement sont partis. Donc vous avez cette qu'on appelle le retargeting, en fait, qui est une espèce de reciblage en fait, des personnes précises qui sont allées sur votre site. Aujourd'hui, nous allons parler de la On va pub parler sur de Facebook. Exactement, suite et fin. La dernière fois, c'est tellement passé vite. Ben oui. Exactement. Donc, la dernière fois, on a parlé un peu plus de définition et donc de cadre légal. Aujourd'hui, on va essayer de conceptualiser un petit peu plus pour permettre aux téléspectateurs de la voir un peu plus concrète voilà. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Pour nous faire un petit petit récap. récapitulatif. Alors, on a vu la définition de la pub sur Facebook. On a vu également le cadre légal en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il existait un cadre légal qui régulait tout ce qui est publicité? On a dit que ce n'était pas le cas. Et puis, on a parlé de qu'est-ce qu'il fallait pour faire une publicité globalement sur Facebook. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir pour un individu lambda qui se trouve peut-être à Yopougon pendant les fêtes aujourd'hui, on a envie de faire de la publicité sur Facebook. On va voir comment est-ce que c'est possible pour quelqu'un de faire une publicité sur Facebook. Et puis on va voir comment cibler, parce que comme l'a dit, le gros avantage de Facebook, c'est que ça vous permet de cibler, on va dire, une démographie bien précise, des personnes bien précises. Donc comment ça se fait?
et puis on voit un cas concret de personne qui tient peut-être son petit commerce au bas de la rue et qui a on va dire, ses visuels sur Facebook, comment elle communique de façon concrète à l'endroit de ses cibles. D'accord, donc aujourd'hui on parlera de deux cas de figure. Oui. Quelqu'un qui tient une boutique en ligne et Oui. une personne qui a une boutique physique, Oui. mais qui aimerait faire de la publicité sur le digital, via le digital. Alors, on prend le premier cas. J'ai ma boutique en ligne, soit à Abobo, à Yopougon ou à Bingerville. Oui. Comment je m'y prends pour la pub? D'accord, il y a déjà un prérequis à avoir. Quand vous voulez faire une publicité sur Facebook, vous avez besoin d'avoir une carte de crédit. Voilà, ça peut être PayPal, ça peut être une carte Visa. Parce que ça se paie, les paiements se font en ligne, vous êtes débité en ligne. Ça, c'est le premier, on va dire, prérequis. Deuxième prérequis, c'est que vous deviez avoir une page. Alors, très souvent, et ce qu'on remarque très souvent sur sur Facebook, c'est qu'on a des personnes qui utilisent leur compte personnel pour publier des visuels, publier des articles, enfin, commercialiser des produits. Alors, ça, il faut savoir, c'est une violation des conditions, des CGI de Facebook, les conditions générales d'utilisation de Facebook. Parce que Facebook considère que les profils personnels n'ont pas vocation commerciale. Et pour celui qui veut on va dire, se livrer à des activités commerciales, il y a ce qu'on appelle les pages pour le faire. Donc, pour une personne qui veut faire de la publicité, si elle est sur un profil personnel, c'est carrément impossible. Alors, c'est clair. Il y aura des Parce qu'il restrictions. y a une page, donc cette personne doit faire quoi? Au lieu d'avoir un profil, Oui. la personne doit basculer dans ce qu'on appelle la page. Exactement. Et c'est quoi la page? Alors, la page, c'est, on va dire, la définition simple, c'est que c'est un profil particulier qui a été créé pour les entreprises, pour les personnes qui commercent sur Facebook. Donc, ça a plus ou moins le même aspect que le profil, mais beaucoup plus poussé en termes de fonctionnalité. Vous avez la possibilité de mettre des widgets, c'est-à-dire que de configurer exactement comme Les widgets, qu'est-ce que c'est pour celui qui nous regarde depuis à Bobo? Les widgets, c'est des petites applications qui vous permettent de remplir des fonctionnalités bien précises. Je prends un exemple. Si vous voulez dire contactez-moi, sur Facebook, sur votre profil, vous ne pouvez pas mettre contactez-moi. Mais sur la page, vous pouvez dire contactez-moi avec un widget, une application. Est-ce que les influenceurs qui sont de mise sur Instagram n'ont pas un peu aidé à cette starification d'Instagram là, et même de Snapchat? Exactement, parce que, comme je l'ai dit dans un élément, c'est que vous avez des utilisateurs plus qualifiés en fait, sur Instagram. Donc, c'est vraiment le réseau social en fait, on dit des influenceurs, des personnes qui s'y connaissent on dit, en technologie, exactement dans les domaines dans lesquels en fait, ils abondent. En fait. Donc c'est un peu ça, c'est eux qui ont permis en fait, de starifier, de mettre Instagram sur le piédestal. En fait. Alors, M. Conan, on en parle de ces nouveaux réseaux sociaux-là, Insta, Snapchat, mais véritablement, comment ça marche? Alors, Snapchat, c'est assez difficile à expliquer. Il faut démontrer en fait, parce que lorsque vous prenez, déjà de façon basique, quand vous lancez l'icône, on va dire Snapchat sur votre téléphone, vous atterrissez sur une espèce d'écran, on va dire vidéo, enfin photo. Alors, totalement en haut, vous avez un petit fantôme. Vous cliquez dessus, vous avez tous les, voilà, exactement. Vous avez tous les paramètres totalement en haut. Vous avez tous les paramètres pour configurer votre compte. Si vous basculez à gauche, vous tournez votre écran à gauche de cette façon-là. Vous êtes je vous ai snappé. C'est ça. Donc, si vous êtes à gauche, vous avez tout ce qui est, tout ce qui est amis, tout ce qui est le chat, qui vous permet donc d'envoyer d'envoyer des snaps à vos amis. Si vous basculez sur le côté droit, vous avez la partie publique. Donc, vous avez les lives, vous avez les stories, vous avez Discovery. La semaine dernière, on parlait de la menace que constituaient les réseaux sociaux pour les médias classiques. Il y a un réseau social Snapchat qui a pensé déjà aux médias classiques. Donc sur Discovery, vous avez des médias partenaires comme CNN, comme l'équipe, qui ont des contenus sur Snapchat. Alors il faut le dire, Snapchat est un réseau social pour jeunes. Donc la moyenne d'âge c'est autour de 16 ans. Donc vous allez voir que la façon de créer du contenu, ce n'est pas pareil comme à la RTE, comme les médias classiques. C'est des médias qui se consomment, enfin c'est des contenus qui se consomment en mobilité pour des jeunes. Donc
on va dire, soit en salle de classe, soit dans le bus. Donc, vous avez besoin d'aller très vite. C'est des formats adaptés. Exactement. Et ça, c'est du pain béni pour les entrepreneurs. Exactement. C'est du pain béni pour les entrepreneurs. Cette stratification-là, il y a les jeunes, Ouais. il y a les personnes un peu matures, il y a des personnes vraiment conservatrices au niveau de Le Facebook. ciblage est fait déjà. C'est-à-dire Exactement, tout de c'est- Facebook à Snapchat, en passant par Instagram, chacun devrait y trouver son compte. Exactement. Instagram et Snapchat sont des réseaux sociaux pour jeunes. Mais encore plus Snapchat, parce que Snapchat a ce côté, j'ai envie de dire, authentique, ce côté naturel. Quand vous Vrai. partez sur Snapchat, Spontané. Spontané, c'est vraiment j'ai envie de dire, le réseau social de l'instantané, du spontané. Parce que le but, en fait, c'est que Snapchat a une philosophie un peu différente en fait, des autres. C'est qu'à l'origine, on a toujours pensé que les réseaux sociaux, vous êtes définis par ce que vous postez, par l'image que vous postez, par le texte que vous postez. Snapchat dit non. Vous n'êtes pas défini par ça, que vous êtes défini par bien plus de choses que voilà, juste des instants sporadiques que vous partagez de votre vie. Donc la philosophie de Snapchat est différente des réseaux sociaux. Voilà pourquoi vous allez voir que toutes les célébrités, tous les utilisateurs ont un compte Snapchat, parce que vous avez là l'opportunité de partager, votre naturel. Je dis n'importe Mais quoi. ce naturel aussi qui passe des fois, quand on voit les icônes de transformation Ouais. pour grimer le visage, il n'y a pas une contradiction avec Non, parce que cette politique-là Snapchat naturel. estime que la vie, c'est beaucoup drôle. Beaucoup plus drôle que ce qu'on veut faire Un peu paraître. plus de fun dans la vie. Un peu plus de fun dans la vie. Instagram, c'est, voilà, regardez comme Ça je suis favorise beau, le regardez fake comment aussi, je hein. suis ici. C'est beaucoup plus une vitrine, en fait. Il faut montrer sur votre beau jour, il faut être, j'ai envie de dire, il faut gommer les petites Les parties qui ne sont pas les imperfections. Ce que Instagram ne fait pas, Snapchat ne fait pas. Snapchat dit qu'on peut être beau, on peut être naturel, et puis avoir envie de se montrer tel quel. Et c'est exactement ce que Snapchat fait. C'est quoi, c'est qui, c'est comment, c'est où un influenceur? Dites-nous tout. D'accord. Bonjour Marco, bonjour Alice, bonjour les spectateurs. Alors un influenceur, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est toute personne qui, de par son expertise, de par sa réussite professionnelle, de par son succès, est en mesure en fait d'influencer une communauté, c'est-à-dire d'amener une communauté à adopter certains comportements de consommation. Voilà. Voici théoriquement ce qu'on dit de l'influenceur. Alors il faut préciser quelque chose, c'est que la popularité à elle seule n'égale pas l'influence. Donc il y a quelques conditions et quelques ingrédients à avoir en plus de la popularité pour se taguer être un influenceur. Alors globalement, on a identifié deux grandes natures d'influenceurs. Il y a des influenceurs de fait. Quand vous prenez les personnalités, les célébrités, Didier Drogba, qui ne sont pas influenceurs de par, on va dire, leur activité sur les réseaux sociaux, mais de par leur réussite professionnelle, ce sont des influenceurs de facto. Ensuite, nous avons des influenceurs purs, des personnes anonymes qui, grâce au digital, sont devenues célèbres, sont au devant de la scène digitale. On les appelle des influenceurs purs. Parfois contre leur gré. Parfois contre leur gré. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire globalement sur la définition de l'influenceur. D'accord. La définition étant établie, on a envie de s'intéresser au mode de fonctionnement. L'influenceur, on a vu comment il pourrait être influenceur de facto ou par choix ou par dépit. Oui. C'est un métier, c'est un hobby, c'est une opportunité. Comment ça se passe? Alors, aux États-Unis, en France, l'influenceur est un métier, on va dire, à temps plein. Voilà, mais il travaille beaucoup plus en freelance, à son propre compte. Chez nous, c'est beaucoup plus un hobby. C'est en train de devenir un métier. Donc le but, je crois, de cette émission, c'est demander, en fait, c'est d'encourager ceux qui veulent se lancer dans ce métier-là à avoir les bonnes billes pour se construire, on va dire, cette communauté. Parce que le but, en fait, de l'influenceur, c'est de construire une communauté, la faire grossir et réussir à l'utiliser pour, on va dire, à mettre au service des marques, au service de ses propres produits et gagner de l'argent. Alors, les influenceurs, c'est un peu comme les coachs. Il y a trop de coachs, il y a beaucoup de coachs dans tel domaine, dans plusieurs écoles, il y a plusieurs courants de pensée, tout ça. Et j'imagine que c'est pour les influenceurs, on est un peu dans le même système. Alors, dites-nous, quels sont les signes, comme on dit chez nous en Afrique, le poussin qui a de Nicoc, quand on le voit, on le reconnaît. Quels sont les signes qui montrent que telle personne serait un bon influenceur ou une bonne influenceuse? D'après les écoles, il y a deux critères à voir. Vous avez les certifications. La semaine d'avant, nous parlions de certification. De facto, les personnes qui ont les certifs, donc le petit badge bleu qui est conféré par les différents réseaux sociaux, vous confèrent en fait le statut d'influenceur. D'accord. Il y a le deuxième critère qui est, on va dire, le nombre d'abonnés que vous avez.
la slide d'avant, vous avez vu qu'on a catégorisé plus ou moins, voilà, en fonction de votre nombre d'abonnés, votre statut, votre type d'influenceur. Vous avez des personnes qui ont, on va dire, en deçà de 10 000 abonnés sur les différents réseaux sociaux. Ces personnes sont appelées des ambassadeurs. Ceux qui ont moins de 100 000 abonnés, on les appelle les micro-influenceurs. Ceux qui sont un peu plus de entre 100 000 et 1 million d'abonnés sont des macro-influenceurs. Finalement, ceux qui ont plus d'1 million d'abonnés, les Didier Drogba, le feu Didier Arafat, sont des stars, des célébrités en termes d'influenceurs. Donc ça dépend en fait du nombre d'abonnés que vous avez. Et donc ce badge officiel que vous confèrent les différents réseaux sociaux. Eh oui, cette chronique qui est fortement appréciée par vous, chers téléspectateurs. On en a vu de divers domaines, de divers sujets importants. Ce vaste domaine qu'est le digital nous intéresse de plus en plus et c'est notre mission de vous donner des rudiments pour bien l'utiliser. Alors, l'utilisation de cette matinale est multiple et multiforme. Maintenant, place à la pub, la météo et le premier flash de Régis Kofi. Sous la présidence du ministre François-Albert Amichia, le ministère de la Ville organise en prélude au sommet Afrique-France 2020 sur les villes durables de Bordeaux, la cérémonie de lancement des rencontres d'Abidjan sur les villes durables RAVD. Lundi 13 janvier 2020, à la salle G-Wells de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, patronat ivoirien, Abidjan Plateau. 10 h, début de la cérémonie. Partenaires au développement, acteurs de la ville, ensemble pour les villes durables africaines. Infoline 2023 84 31, 2023 84 33. Bonjour à tous. La matinée sera marquée par de la brume humide et le brouillard avec des réductions de visibilité sur les régions du sud. Le temps sera par la suite ensoleillé avec quelques nuages dans le ciel. La bande centrale et au nord du pays connaîtront un temps sec et progressivement ensoleillé. Pour les variables de la matinée, on note 24 degrés à Abidjan, 23 à Adiaké, 21 à Bondoukou et Boaké, 23 à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 dans le Gor, 19 dans le Poro, 18 à Mouan et à Odiéné, 24 à San Pedro, 23 à Sassandra, 22 à Tabou et à Yamsokro. Dans l'après-midi, l'entrée d'humidité liée à la brume favorisera sur le littoral des formations de nuages avec des risques de pluie et d'orage, notamment sur le sud-ouest et le sud-est. Les autres régions du pays connaîtront un temps chaud et sec. Pour les températures de l'après-midi, on note 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 34 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 31 à Mans, 35 à Odiéné, 32 à San Pedro, Sassandra et Tabou. Et enfin, on enregistre 34 degrés à Yamsokro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer un très bon début de semaine. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité. Le Premier ministre prépare ce dimanche au meeting hommage au chef de l'État pour des actions de développement dans la région du Gand. Amadou Gan Coulibaly en a profité pour lancer un appel au renforcement de la cohésion sociale, mais surtout au bon ton sur la scène politique ivoirienne.
Le chef du gouvernement a également échangé avec la jeunesse du Gor. Les détails de Herman Guivé. Résidence du préfet de Gagnoa. Amadou Goukoulibaly rencontre la jeunesse de la région. Kimou Olivier, délégué régional des jeunes de la région du Gor, se réjouit de cette visite de travail du Premier ministre, visite qui leur offre l'occasion de se tête-à-tête avec le chef du gouvernement. Des jeunes de la région du Gor invités à cultiver des valeurs de paix. Il y a une chose que vous devez vous dire, tous ceux qui vont vous tenir un discours qui va être dans une nature à faire en sorte que la paix en Côte d'Ivoire soit mise à mal, cela, dès qu'un dit un mot, dites-lui, frère, papa, tonton, grand frère, j'ai compris, mais pour toi, là, il faut te lever, il faut partir. On n'a plus de ça. Celui qui vient vous parler, et puis vous voyez dans ce qu'il vous dit, ce qui va arriver au bout, c'est encore donc de l'instabilité en Côte d'Ivoire. Il faut lui dire la même chose. Des jeunes de la région du Gor, invités à croire en l'avenir et aux perspectives alléchantes, engagés par le gouvernement pour résoudre la question de leur employabilité. Le ministre en charge de la jeunesse, Touré Mamadou, a lui présenté au cours de cette rencontre des projets d'insertion socio-professionnelle dont le financement est déjà acquis, invitant ces jeunes à s'approprier ces opportunités. Je voulais plaider, Monsieur le Premier ministre, auprès de vous, pour que ces jeunes aussi se battent. L'État a mobilisé d'importantes ressources, l'État a mobilisé les opportunités qui existent aujourd'hui. Il leur faut maintenant eux-mêmes se lever, se battre, aller dans les guichets emploi, aller à l'information, postuler lorsqu'il y a des programmes qui sont lancés, afin donc de bénéficier de ces programmes. Jeunes et chefs du gouvernement ont ensemble repris en chœur l'hymne national de la Côte d'Ivoire, une façon pour eux de ne jamais perdre de vue la pertinence et la profondeur des paroles. C'est la ville d'Ara qui a été choisie le premier samedi du mois de janvier pour accueillir l'équipe de la ministre Anne-Désirée Oloto dans le cadre de l'opération Grand Ménage. Eugène Atoubé. La ministre Anne Oloto et l'équipe en charge des actions du terrain de l'opération Grand Ménage n'ont rien eu à faire à Ara. C'est une ville débarrassée de ses ordures où les caniveaux ont été curés. Ara, une ville propre, de par la volonté de ses populations et de la municipalité. On a vu, on fait comme au village. C'est pour ça qu'on balaye tous les jours. Nos quartiers, on nettoie dans les caniveaux, on ne jette pas ordures dans nos quartiers. Nous appelons de tous nos voeux le soutien des opérateurs économiques, des administrations, de bonne volonté et surtout du gouvernement afin de nous aider. Tous les 13 quartiers de la commune d'Ara sont nettoyés au quotidien. Les habitants constamment sensibilisés à maintenir propre leur cadre de vie et œuvrer pour la promotion d'un environnement sain. C'est dans cet élan que la municipalité a institué un concours annuel récompensant le quartier le plus propre. L'édition 2019 a été remportée par le quartier Hébrain. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est félicitée de ce qui apparaît comme engagement de la mairie d'Ara. L'action sera prolongée à travers l'installation de comités communal et départemental de salubrité baptisés par le parrain Théophile Awandouli. Ces deux comités ont été mis en mission. Les populations ont pris leurs responsabilités et ont travaillé à rendre leur commune propre. Le gouvernement fait des efforts pour rendre aujourd'hui moderne notre système de gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Mais à côté de cela, nous devons changer de comportement. La ministre Anne Oloto a été faite reine-mère d'Ara. Son nom de règne, Anoumou Akassi. La reine-mère exhorte les populations à observer en tout temps et en tout lieu un comportement éco-citoyen afin que la commune d'Ara soit une référence en matière de salubrité et d'assainissement. 4 nouveaux prêtres pour le diocèse de Yopougon. Ils ont été ordonnés samedi à la cathédrale Saint-André par Monseigneur Salomon Lesoutier, évêque du dit diocèse. Grace Kando nous en parle. Le clergé ivoirien s'agrandit. 4 diacres du diocèse de Yopougon ont été ordonnés prêtres ce samedi par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Ces nouveaux ministres du Christ ont été formés pendant 9 ans, dont 3 années de philosophie, 4 années au grand séminaire et 2 années de stage en paroisse. Ils auront pour mission de gouverner, sanctifier et enseigner le peuple de Dieu à travers les sacrements.
Je compte exercer mon ministère sacerdotal d'abord dans les pas du Christ, celui-là même qui m'a appelé par toute miséricorde, qu'il fasse de moi un prêtre selon son cœur. Je vais toujours écouter à la Vierge Marie et notre Mère et demander l'assistance toujours perpétuelle du Seigneur Jésus-Christ. Sans ces personnes-là, avec l'essai du ciel, on ne peut jamais réussir cette mission que le Seigneur m'a donnée. C'est ce ministère, c'est l'aide des uns et des autres. C'est pour eux que nous sommes devenus prêtres. Et nous espérons pouvoir toujours compter sur leur bénédiction, pouvoir toujours compter sur leur soutien. L'évêque de Yopougon, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, dit attendre beaucoup de ces nouveaux prêtres. L'Église attend de ses prêtres qui accomplissent leur mission de salut auprès de la population avec tous les moyens qu'elle met à leur disposition. Eux sont déjà majors de leur mission pour les diocèses de l'Église. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui sont travailleurs. Avec l'ordination de ces nouveaux prêtres, le diocèse de Yopougon compte désormais 240 prêtres, dont 188 en activité dans les paroisses. Les 48 autres sont aux études pour le renforcement de leurs capacités. Sur le continent en Tunisie, le Parlement a refusé sa confiance au gouvernement dirigé par Habib Djemli, proposé par le parti d'inspiration islamiste Ennahda. Selon la Constitution, c'est désormais le président de la République, Kais Saied, qui, après consultation, va devoir désigner un nouveau Premier ministre. Très vite, après le vote de rejet des députés, des responsables politiques amenés par Nabil Karoui, que vous apercevez en image, ont annoncé avoir créé un front parlementaire susceptible de gouverner. Haïti a commémoré hier la mémoire des plus de 200 000 victimes du séisme qui a frappé l'île le 12 janvier 2010, ravageant la capitale et ses environs. En 35 secondes, la secousse de magnitude 7 avait transformé des villes en champs de ruines, entraînant la mort de plus de 200 000 personnes, je le disais, en blessant 300 000 autres. Une décennie plus tard, la reconstruction est un échec et l'instabilité politique prévaut. Du sport handball Euro 2020, aussitôt venu, aussitôt parti, la France prend la porte. Hier, les Bleus se sont fait éliminer dès le premier tour avec une défaite face à la Norvège, vice-championne du monde 26-28. L'équipe de France s'était déjà placée dans une situation plus qu'embarrassante après sa défaite en ouverture du championnat d'Europe contre le Portugal. Et puis on termine en football. Le Real Madrid remporte sa 11e Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético grâce à une performance immense de son gardien. Le Real a arraché son premier trophée de l'année 2020 en dominant l'Atlético Madrid après les tirs au but. 4 tirs contre 1, 0 but partout après prolongation. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On retrouve Alix en régie. Merci Régis, oui, nous sommes toujours là-haut ici en régie dans le cadre, vous le savez, du récap de tout ce qui a rythmé la saison passée. Avec tout à l'heure, vous avez bien vu donc les séquences digitales. Nous allons passer, avant d'entrer dans une autre séquence, nous allons rester toujours dans le giron de l'information avec la revue de presse. Bonjour Renaud, comment il va Renaud ? Bonjour Alix et Marco et bonjour à tous les téléspectateurs. On démarre la revue de presse de cette semaine dans la région du Gao qui a accueilli le Premier ministre le week-end passé. Amadou Gon Coulibaly était pour prendre part à une cérémonie d'hommage des populations de cette région au président Alassane Ouattara. À cette occasion, devant les préoccupations exprimées par les populations à l'orée de la présidentielle de cette année, le chef du gouvernement, selon le Patriote, a déclaré « Notre pays ne reviendra pas en arrière ». Ahmed Bakayoko appelle la hiérarchie militaire à la vigilance et c'est avec ces mots, ce n'est pas le moment de dormir sur nos lauriers. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a tenu ses propos à l'occasion de la cérémonie des vœux de Nouvel An organisée à son cabinet le vendredi dernier. Plus de détails dans l'intelligent d'Abidjan. Notre voix s'intéresse à la rencontre entre Laurent Gbagbo et son ancien poulain qui s'est tenue au début de ce mois. Et c'est avec ce titre, après la rencontre entre Gbagbo et Afi à Bruxelles, voici ce que gagne l'opposition. Plus de précisions dans le quotidien proche du FPI, tendance Afi Nguessan.
La police nationale met fin aux activités d'un trafiquant d'enfants, lutte contre la traite et l'exploitation des enfants. La police sauve 137 enfants d'un trafic honteux. C'est ce qu'indique le quotidien Le Matin dans son édition de ce jour. Cette opération, selon le confrère, a été réalisée par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, et ce, dans le cadre de l'opération BIA 3, opération initiée et financée par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, structure initiée et financée par la première dame Dominique Ouattara. Plus de précisions dans Le Matin de ce jour. À lire dans Allopolis de cette semaine, une folle affaire de résurrection. Scène incroyable au service des urgences du CHU de Trècheville. Un malade décède et son pasteur tente de le ressusciter. C'est ce que barre à sa une Allopolis de cette semaine. Cette situation, selon l'hebdomadaire d'investigation, a provoqué de vives tensions entre les proches du défunt et les vigiles du centre hospitalier universitaire, obligeant la police à intervenir. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue de presse de cette semaine. Je vous laisse en compagnie d'Alix et Marco qui se trouvent en régie pour la suite de Matin Bonheur. Merci à vous Renaud pour ce large regard sur la presse écrite d'ici. Alors, vous savez que nous sommes une famille, vous et nous, mais dans une famille, il y a certains qui partagent le même patronyme, groupe RTI, et nous faisons la part belle à nos amis du côté de la radio Fréquence 2 avec les Matins d'Isaac qui nous ont occupés aussi tous les mardis avec leurs divers sujets, avec plusieurs sujets, notamment dans le sport, dans la musique et dans la culture, condensés pour vous, Matins d'Isaac. Vous êtes à l'écoute de Fréquence de la Fréquence Jeune, live and direct. Si vous êtes à Abidjan, Grand Bassam, Dabou ou à Niama, vous nous écoutez forcément sur 92.0 de la bande FM. Si vous nous suivez sur RTI 1, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Bonjour Marcelin, bonjour à toute la team de Matin Bonheur. On est très content de vous retrouver. C'est vrai, début de saison pour vous. Nous, on est là quand même depuis un sacré bout de temps. Bonjour Tia. Salut, salut Isaac, salut à tous et à toutes. Oui. Un plaisir d'être là tous les matins. Oui, depuis un petit moment, hein. Oui. Nous, depuis un petit moment, on a commencé depuis un moment, mais toujours au taquet, toujours de bonne humeur le matin. Ça. Depuis le 16 septembre, pour être précis. On est présent. Abbé Kikina toujours présente pour le bonheur de l'auditrice, surtout des Tia. Ah bon, bon. D'accord. Nouvelle configuration donc d'un matinal survitaminé. Hein. Bon, hormis Tanti Bodjrou, il n'est pas là, qui n'est pas très en forme, mais bon, qui nous rejoint d'ici à demain. Bon, mais on se retrouve donc avec Tia. Ouais. Et vous voyez comment elle illumine le plateau. Difficilement. À partir de 6h du matin, difficilement. Mais en tout cas, je le fais toujours avec beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur. Non, arrête, les gens vont croire que je suis super contente d'être là tous les matins sur Fréquence 2. Raison supplémentaire pour notre Bibi Ray qui a un seul objectif cette saison. C'est le visa. Visa Schengen. Il n'y a pas les musulmans. C'est parfait. Hormis cela, donc pour nos très chers auditeurs et téléspectateurs, on a un sujet. Oui, le sujet du jour. Alors, on parle boulot. Pensez-vous que contredire son chef est un acte risqué? Vous connaissez les deux numéros de téléphone. Top, c'est parti. 20 22 21 21 20 24 27 89. Vous avez la possibilité de nous appeler là maintenant, oui, pour donner votre avis sur la question. Et Tia, contredire son patron. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je pose la question. Parce que tu es chef, quoi. Donc, on est à l'antenne hein, ici. Bon, monsieur on peut le contredire. Non, contredire son patron, ça peut être un peu risqué. Ça dépend. Tout est une question d'art et de manière de faire les choses. Bon, faisons de la place pour les auditeurs. On peut contredire, mais de façon très subtile. Nous, les femmes, on est très doués pour ça, généralement. Ah, d'accord, parce que contredire, c'est contredire. Hein. Ah, donc, ce que je dis là, tu veux dire que c'est faux? Je ne pas dire que c'est faux. Je dis que ce n'est pas juste. Tu vois la nuance? Je ne pas dire que ce n'est pas juste. Bon, je dis que c'est pas vers là-bas. Voilà. Le Real Madrid reçoit le Paris Saint-Germain. Alors, quels sont vos pronostics? Vous pouvez nous appeler au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89 et continuer à interagir avec nous via la page Facebook Fréquence 2 en majuscule. Bah, tout ceci va se faire juste après le jingle qui arrive maintenant. Ton avis compte. Appelle et donne ton avis sur le sujet du jour.
Bon, deux numéros de téléphone, 20 22 21 21 20 24 27 89, vous les connaissez pour ceux qui veulent interagir donc sur la page Facebook. C'est Fréquence 2 tout en majuscule, on se fera un plaisir de vous lire aussi. Alors, on y va. On rappelle que le PSG et le Real Madrid sont dans le groupe A, et que le PSG est en tête du groupe A avec 12 points au compteur. Le Real Madrid est juste derrière avec 7 points. Donc il n'y a pas vraiment de gros enjeux, puisque l'enjeu c'est peut-être la tête de la poule. C'est la première place, évidemment. On veut partir tant que c'est avec Aruna. Aruna, bonjour. Bonjour, monsieur. Il me voit télévision, il rit. Oui, je vous appelle de Takessé. Ok. Salut Aruna. Oui. Alors Aruna, on parle de ce Real PSG. Oui, je donne D. Oui, mais vas-y. Pour Real PSG. Real D. PSG 1. 2-1 pour le Real. Oui. D'accord. Ok. Bon, mais... On va pas être d'accord. Non, c'est son pronostic. Oui, mais j'ai le droit de dire qu'on ne sera pas d'accord non plus. Ça y est, les Parisiens commencent à... Toi, tu es animateur, tu dois pas l'être l'impartial. Voilà. Avant d'être animatrice, je suis parisienne, monsieur. Voilà les gars. Tu es picardien. Non, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'avant d'être parisienne, elle est animatrice, donc elle va donner la possibilité aux auditeurs de donner leur avis. 20 22 21 21 20 24 27 89. Allez-y, donnez votre pronostic, mais si possible, argumentez en 20 secondes. Très chers téléspectateurs, on vous donne l'occasion de vous exprimer, oui, très chers auditeurs, de vous exprimer sur le Ballon d'Or, sur l'attribution du Ballon d'Or, tiens, à Lionel Messi. De nombreux journalistes sont vénères pour parler comme les jeunes gens. Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans l'émotion? Allez-y, appelez. Il y a Ouattara qui nous appelle des promo. Exactement, on redonne le numéro rapidement, 20 22 21 21 24 27 89. On y va. Ouattara, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Charlie? Ça va très bien. D'accord, ça tombe bien, toi, t'es prof d'éducation physique. C'est ça. À l'époque, on disait professeur DPS. C'est ça. Bon, vas-y. Alors, l'attribution du ballon d'or à Lionel Messi, ça te parle? Oui, ça me parle très bien. Ça te parle bien, ça te chante. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. L'Afrique, même nous, l'Afrique, elle est marginalisée. Ok. Donc, il faudrait que nos autorités prennent la liberté de l'Afrique en main. Alors, cher ami, est-ce qu'on... Autorité. Parce qu'il n'y a pas de justice. Il y avait de justice. Oui. Vraiment, on devait aller jusqu'au bout. Parce que par rapport à la performance de Sadio Mané cette année, nous tous, on a constaté. Mais si on vient me dire que Sadio Mané est 4e ballon d'or, moi, ça me choque. Oui, alors, toi, qu'est-ce qui te choque? C'est le fait qu'il n'ait pas remporté le ballon d'or ou qu'il ne soit classé que 4e, finalement? Par exemple, quand on travaille, quand on fournit un effort, ça va être récompensé. Maintenant, quand il sait que nos efforts ne sont pas récompensés, ça veut dire que pour pouvoir fournir la performance dans la saison prochaine, ça sera un peu compliqué. Après, tu dis ma performance. Et c'est pourquoi en éducation physique, on évalue la performance. Maintenant, si je me donne toute une année, et puis à la fin, je n'ai pas... Ce que j'ai à avoir vraiment, c'est choquant. Ça fait mal. Voilà. Ok, d'accord. Le temps de joindre les autorités pour leur dire d'intervenir. On va donner la possibilité à un autre auditeur d'exprimer sur le sujet. Bouna, tout Babi Djamana, on dit la vie d'aujourd'hui n'est plus facile. C'est venu qu'une couleur dans la bouche. Ou si tu n'as pas de dents, tu ne peux pas boire. Viens sur le radar Zigei. Direction Nord Dougouba pour décaler par hier, le perco de la CI a commencé à Mafa, les quêtes électorales locales de Cocody, du Plat et de Benjeville. Il aura envoyé 5 Togo 49 CI Nord dans tout le Beba du Faso. Le Golbatia Koulibaly Kubier a passé à ses frères sans de ne pas le voir parce que Babi a déjà gamé sur le giga de la CI. Jetant sa salie sur le Parano en Chili, où un Focus mini à Dizab hier, des radars avec 36 morts dans sa Zakri. Les oreilles de Soutra sont à leur brobro sur le Kodje et dans le vase pour les découvrir le mort du Dibi. Pour Kao, nous allons commander Tango, où le Tcheta au sort du 32e début du Guéou Bengolo a eu hier. Les Tcheta du titre du Stade Rennais a figuré Amiens. Ce sera un front entre deux boys de Ligue 1. Le PSG va décaler avec un fantôme Bata Bengolo du nord de l'Inas Mantleri. Le RDV du Fafa est gamé pour le 4 et 5 janvier décriqué avec le propos. Une fois la vie d'Audi, c'est revenu 24 heures chrono. Ou si tu n'es pas un Jack Boa, tu ne peux pas t'en sortir. C'était le Babé Lycée Migrel, le créateur fondateur, lui qui met parole sur langue de Bobo. Le Koumali Djali du Charbonnier, c'est le journal en Nouchi. Voilà. Tu as bien compris, hein?
Bon, avec la traduction... ouais, gestuelle. La langue des signes. Hein. C'est comme ça. Ouais. On travaille en collaboration. Ouais. Dis un mot. Ouais, je suis fan. Bon, d'accord. On va te trouver de la place. Chabonnier a dit les villes des Français. Là. Oui. Amiens. Ouais, Du coup, c'était un village baoulé, il a dit. La prononciation de Amiens. Amiens, là. Ouais, Amiens. Ouais, il dit Amiens. Tu m'aurais dit ça, c'est... Oh, c'était l'équipe, là, l'équipe de football. Les équipes, là, oui. Bon, il y a Amiens, il y a Linas, Montelleri. Ah, Linas. Montelleri. Voilà. Ah, Chaoukal, Akana Fata. Ouais, mais Fata dans tout Dunia. Non, tel que tu as dit Amiens, en fait, on a pensé à un village baoulé. Oui, mais moi-même, quand il est en train de me boboter le son, là, bon, quand elle a dit Amiens, moi, mes parents, il a dit Amen. C'est là qu'on parle de ballon, Amen, pas à venir agir là-bas. Merci, Charbonnier. J'espère pour vous, amis téléspectateurs, amis auditeurs, que vous en avez appris un peu plus sur ce qu'il raconte, le monsieur, parce que, bon, Tia... Je nage toujours, moi. Je vous ai toujours dit, les blancs doivent pas tout comprendre. T'as vu comme ils sont super bien habillés, Marco et Alix, ils sont en mode père et mère Noël. Hein? Si. Nous avons envoyé les bons cadeaux. Nous avons envoyé les cadeaux. Pardon, envoie-moi l'argent. Non, mais vous avez le comportement des Ivoiriens. Aïe. Mais le père Noël, quand il vient là, c'est pourquoi? Non. Mais vous, en fait, qu'est-ce que tu m'as apporté? Mais c'est ça. Bonjour, qu'est-ce que tu m'as gardé? Voilà. Bonjour, le père Noël, c'est le seul gars. Tu décides pas qu'il soit là, tu refuses pas sa venue. Tu veux ou tu veux pas. Quand 25 arrive, lui, il vient. Donc, qu'est-ce qu'il nous a apporté? De toute façon, je comprends bien que vous êtes devenus des parents, vous n'êtes plus de grands enfants. Et donc, vous ne recevez plus de cadeaux. Bon, on se retrouve ce matin, Godjrou, tiens, pour décortiquer un pan de la fête. Ah oui, c'est vrai, nous sommes le 24 décembre et dans l'esprit de nombreux jeunes, c'est la folie. Le 24, on va se laisser, comme ils disent. On va se laisser le 24, on fait tout. Pas seulement le 24, je veux dire. 24 ou 31. 31, voilà, fête de fin d'année. Se saper fort, c'est bien. Manger beaucoup. C'est bon aussi. C'est bien. Il aime ça. Décorer la maison, ajouter des accessoires, des artifices, mon chien, c'est bien. Faire ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire, aller dans des endroits où on n'avait pas l'habitude d'aller, tout ça pour célébrer la nouvelle année, là, c'est bien. C'est bien. Mais faites tout ça, là, avec crédit. C'est pas bien. Tu prends crédit pour aller où? Pourquoi? Mais pour faire la fête, il doit recevoir des gens à la maison le 24. Ah bon? Oui. Donc toi, tu veux recevoir les gens. Noël et une dinde, tout ça, machin. Donc... On t'envoie. Dans la ville, on dit tu accroches ton habit où ta main arrive. Habit, tu fêtes pas pour quelqu'un. Irema, regarde-moi bien. Tu fêtes pas pour quelqu'un, tu fêtes pour toi. Des gens qui s'endettent parce que la voisine a payé 4 moutons aussi et ne paye pas aussi. On va dire que arrête dans ma sauce. Ils vont mourir. Tu n'es pas obligé de te mettre dans des problèmes parce que ton voisin... Non. 24, 31, tout ce qui va avec, c'est comme les portes du paradis. Personne n'accompagne son camarade. Tu es seul dans la tombe. Tu manges, c'est pour ton ventre. Tu connais tes factures, tu connais ta situation, tu connais les problèmes qu'il y a dans ta famille. Soit dit en passant, c'est la période où il faut faire une sorte de bilan. Mais parce oui. que les 2 factures sont là, l'eau, l'électricité. Bon, il y a aussi le téléphone, l'Internet. Tout ça est là. Il y a le loyer. La famille, les imprévus. La scolarité qui reste aussi. Les imprévus. Et voici des gens qui viennent fêter dans la vie des gens. Non, faites attention. Tout ça, ça se prépare. C'est pas parce qu'on a dit fête de fin d'année, 24, 31, toi, tu vas quitter au village, mais tu vas quitter... Tac d'Azoua pour venir. Venez te déposer dans la famille du monsieur, il n'avait pas prévu ça. Bonjour à toute la team de Matin Bonheur, Marcelin, Alix et toute l'équipe de production de Matin Bonheur, à tous les agents du groupe RTI d'ailleurs qui travaillent d'arrache-pied pour vous offrir donc un 31 1er janvier des plus magnifiques. Des plus fastidieux. Des plus quoi? Fastidieux. Non, fastidieux. T'es pas obligé de parler français. Bonjour. Salut Isaac, salut amis téléspectateurs, amis auditeurs. Et ben voilà, ça y est, on est là, on est très en forme, comme tous les matins. Juste à quelques heures de 2020. Ouais. L'heure du bilan a sonné, messieurs, dames. Bon, et parlant de bilan, justement, bonjour Bibi. Happy New Year. Happy New Year. Il fait comme Doxy, Yao. Il fait un Doxy, c'est ça. Bonjour, Badou. Aïe, aujourd'hui, là, c'est la finale. Vous avez entendu, il y a certaines heures auxquelles il ne faut pas passer sur le pont. Commencez à les prévenir pour ne pas qu'ils soient bloqués
est venu nous donner l'excuse selon laquelle, oui, le président a dit n'est pas passé. Il ne savait pas naître ici, rentrant, on m'a bloqué. Il vient le 7. Je t'aime. Bon, le sujet, vous allez nous le rappeler, Comme Tia le disait, on parle de bilan. Quel bilan faites-vous de l'année 2019? Ouais, Mani. Quel bilan faites-vous de l'année 2019? Aujourd'hui, on veut tout savoir. Il est positif, négatif, à peu près. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? À vous de nous le dire. Numéro de téléphone 20 22 21 21 ou 20 24 27 89. Et notre plateforme pour nous joindre. Évidemment, vous pouvez aller sur notre page Facebook en tapant tout simplement Fréquence 2 en majuscule. C'est important de le préciser. Professionnels des entreprises et organisations, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres Campus vous propose des programmes de formation diplômants ou qualifiants en management et leadership, diplomatie, protocole de gestion, ressources humaines et bien d'autres. Le centre dispose d'expertise dans le domaine spécifique comme la formation des formateurs, la formation des consultants. Au Campus C, c'est aussi la formation à distance par téléenseignement et le e-learning. Le Campus C, c'est 6 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Niger et le Togo. Le Campus C est situé au centre de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au Campus C se joue le destin de nos États en matière de formation. Et oui, ça fait plaisir de revoir nos amis de la radio, nos cousins du matin, au niveau de Matin d'Isaac. Allez, Matin Bonheur se poursuit après ce bloc pub pour maintenant entrer dans une des rubriques les plus prisées de notre environnement matinal. C'est le droit. On a évoqué de nombreux sujets aussi intéressants les uns que les autres. Et les Ivoiriens, Dieu merci, apprécient de plus en plus les cas pratiques qui sont posés à eux tout au long de cette rubrique. Alors, retour et surtout, belle séance de rattrapage dans les thèmes du droit. Qu'est-ce qu'on entend, maître, par l'infraction qualifiée de viol? Merci. Le viol a été prévu par différents traités internationaux, une dizaine en tout, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les 4 conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. Mais en réalité, l'on parle de viol sans le définir, sans définir l'infraction. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a eu comme conséquence, nos députés ont voté le 31 juillet 1981 une loi réprimant le viol. Ils ne l'ont pas qualifié, ils ne l'ont pas défini. Donc, il revenait aux juridictions de dire ce que c'est que le viol ou non. Dans la mesure où qualifier un crime, le viol d'un crime, cela suppose alors la compétence de la cour d'assises, qui est lourde à mettre en place. Nous savons que la cour d'assises se tient par session. Donc, les juridictions ont eu tendance à correctionnaliser le viol. Ce ne serait plus un crime, ce serait un délit. Le délit est condamné, la sanction c'est 2 à 5 ans. Nos députés, en 2019, exactement le 26 juin 2019, ont défini et ont proprement défini, et même de façon extensible, le viol. Désormais, nous savons que le viol, c'est le tout fait de pénétration, que ce soit vaginal, buccal ou anal. D'accord. Alors, dites-nous, quels sont les éléments déterminants de fraction de viol? Vous avez le fait de pénétration, dont nous venons de parler. Vous avez le mobile, la pulsion sexuelle. Donc, le mobile doit être un mobile sexuel sur une personne non consentante. Si une personne non consentante, en dehors du mineur de 15 ans, qu'elle soit
consentante ou pas, il y a viol. C'est quoi la médiation? La médiation désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable de leurs litiges, de leurs relations conflictuelles, de leurs désaccords qui résultent d'un rapport contractuel ou juridique impliquant des personnes physiques, morales, y compris des entités publiques ou des États, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, maître, dites-nous, pourquoi la médiation est un mode alternatif de règlement de litige? La médiation est un mode alternatif de règlement de litige parce qu'elle ne s'impose pas aux parties, elle n'est pas obligatoire. Les parties décident, choisissent de partir en médiation pour régler leurs différends, plutôt que de choisir la justice étatique. En ce sens, c'est alternatif. Voilà. Alors, c'est qui le médiateur? Le médiateur, c'est qui même? Comme vous parlez comme les Ivoiriens. Le médiateur est un tiers. Il a un tiers au processus. Et ce tiers, il est impartial, il est neutre, il est indépendant, il est disponible et il est soumis à la confidentialité. Si vous permettez, je vais juste brièvement dire ce qu'on entend par impartialité. Allons-y. Voilà. L'impartialité consiste pour le médiateur de ne pas privilégier durant tout le processus une partie par rapport à une autre. C'est une posture, donc une impartialité dans le traitement des parties, dans le regard, dans la distribution de la parole. Donc le médiateur doit garantir cette impartialité. Le médiateur, on dit qu'il est neutre parce qu'il n'est pas juge, il n'est pas arbitre, donc il ne va pas donner de solution. Mais par contre, s'il est sollicité par les parties, il peut donner des pistes de solution. Ensuite, l'indépendance du médiateur s'entend d'une indépendance relationnelle. Donc le médiateur ne doit pas avoir des relations familiales avec les parties. Une indépendance professionnelle, il ne doit pas avoir eu des rapports professionnels avec les parties. Et une indépendance, je dirais, il ne doit pas avoir de conflit d'intérêts. Et quand le médiateur est désigné par le tribunal, il doit faire au tribunal une déclaration d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité pour dire que le concernant, il n'y a rien de nature qui pourrait mettre en cause son indépendance. Bonjour maître, qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, il faut dire déjà que l'utilisation d'Internet, on utilise Internet pour travailler, pour faire des recherches, regarder éventuellement la télé, regarder RTI 1 de l'extérieur. Il y a une utilisation d'Internet qui défraie ou qui a défrayé la chronique dans l'actualité récente, c'est les réseaux sociaux. On a vu monsieur le procureur de la République d'Abidjan qui a interpellé les utilisateurs des réseaux sociaux, également les administrateurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Si on quitte le droit pour faire une incursion dans les sciences sociales, le réseau social ou le réseau, c'est un regroupement de personnes qui ont un intérêt en commun. Donc, le réseau social ou le groupe social le plus élémentaire, c'est par exemple le couple. Deux personnes qui ont en commun peut-être l'amour ou un intérêt professionnel. Au-delà de ça, on peut avoir un réseau qui est un regroupement de personnes membres d'une famille, membres d'une société, qui ont des intérêts en commun, comme la religion, le sport. Donc c'est ce regroupement-là qui est intitulé réseau social. Mais en matière de nouvelles technologies, on a également ce regroupement grâce aux technologies, aux médias, nouveaux médias sociaux, qui sont par exemple ceux dont on a parlé tout à l'heure, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et autres. Donc voilà un peu les réseaux sociaux. Et ces réseaux sociaux permettent à leurs membres de s'exprimer, de partager des photos, partager des vidéos et tout ça. Voilà un peu la définition succincte des réseaux sociaux. Merci maître. Vous avez dit deux mots qui m'ont interpellé tout de suite. Partager, s'exprimer. Justement, comment on gère, comment on règle la liberté d'expression sur les réseaux sociaux? L'avantage des réseaux sociaux et ce qui fait leur succès, c'est un peu
c'est la liberté d'expression. À la différence des médias traditionnels comme ce plateau ou bien les journaux papier, à la différence de ces médias traditionnels, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de digue, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de, on estime qu'il n'y a pas de loi. Donc chacun peut s'exprimer comme il veut. Et la liberté d'expression est garantie par la Constitution ivoirienne qui dit que chaque individu peut s'exprimer librement, il peut exposer ses idées et les diffuser de la manière la plus libre possible. Donc, voilà succinctement ce qu'on pourrait appeler la liberté d'expression. Mais toutefois, c'est un élément de la définition de la liberté d'expression, mais l'autre élément, on n'en parle pas souvent, ou du moins peut-être on refuse de le voir, c'est que la loi dit que la liberté d'expression donne ou garantit à tout individu de s'exprimer comme il veut à la condition de respecter la loi. Donc quand on parle de liberté d'expression, ça ne veut pas dire que vous pouvez dire ou faire n'importe quoi, vous pouvez le dire ou le faire, mais en respectant la loi, de sorte que il y a la liberté d'expression, mais à côté de ça, il y a des limites posées par la loi. Maître Kitté, juré de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je le jure. Alors, première question, qu'est-ce qu'une société? Une société est une entreprise commerciale qui réunit une ou plusieurs personnes qui ont décidé de mettre en commun leurs biens et que cette mise en commun découle sur des bénéfices qu'ils distribueront. C'est ce qu'on appelle une société. Donc une entreprise individuelle n'est pas une société. Voilà. D'accord. Il y a des différenciations à faire et c'est très important. Alors, qui peut donc créer une société de par la définition que vous avez donnée? Toutes les personnes physiques, sauf les personnes qui sont frappées d'une incapacité. Ce qu'on appelle une incapacité, c'est-à-dire avoir été condamné, être un mineur ou un adulte incapable. Parce qu'il peut être un adulte incapable du fait de son état de santé. Et donc, en dehors de ces personnes-là prévues par la loi, tout le monde peut créer une société. Alors, maître, dites-nous, quelles sont les différentes formes de société? Il y a plusieurs formes de sociétés. Les sociétés les plus répandues, et là on va effectivement se mettre sur les sociétés les plus répandues, il y a la société à responsabilité limitée, c'est celle que la plupart des gens utilisent, et il y a la société anonyme. En dehors de ces sociétés, vous avez la société en commandite, vous avez la société en nom collectif, mais en réalité, aujourd'hui, vous avez ces deux sociétés qui sont utilisées par la plupart des téléspectateurs ou même des usagers. Oui. D'accord. On a deux sociétés qui sortent du lot, qui sont usuelles. Exactement. Quelles sont les spécificités? La société à responsabilité limitée, je pense que la plupart des gens l'utilisent du fait de sa simplicité. C'est-à-dire la société... Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez créer une société tout seul. Et cette société devient une société unipersonnelle. C'est ce qu'on appelle unipersonnelle parce que c'est un seul associé. Et la société à responsabilité, elle est assez simple de création parce que, et là, ce sont des parts sociales. C'est la grande différence qu'il y a avec une société anonyme qui, elle, a des actions. Voilà. Donc, l'autre, c'est des associés et la société anonyme, c'est des actionnaires. Donc, c'est important parce que la plupart des gens qui créent une société à responsabilité limitée mettent sur leur carte de visite directeur. Mais ce n'est pas possible. Une société à responsabilité limitée est dirigée par un gérant. Une société anonyme peut être dirigée par un directeur, peut être dirigée par un administrateur général. Donc c'est très important de le savoir parce que c'est une confusion que la plupart des gens font. Je sais que c'est assez joli de se faire appeler directeur, mais ce n'est pas la réalité juridique. Voilà. Il est important de préciser que lorsqu'on a établi l'acte uniforme sur les sociétés commerciales, la création des sociétés était dévolue au greffe du tribunal de commerce d'Abidjan. Aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire, dans le souci d'alléger ou d'aider le citoyen à créer son entreprise, a créé ce qu'on appelle le guichet unique des formalités. Et ce guichet unique des formalités est domicilié au CEPICI. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de communication, enfin, il n'y a pas eu suffisamment de communication parce qu'aujourd'hui, il y a encore des citoyens qui vont au tribunal du commerce pour se faire établir leur registre du commerce. Mais le registre du commerce qu'ils établissent au niveau de la société se fait aujourd'hui au CEPICI. Vous allez au CEPICI, vous allez au guichet unique, vous avez un formulaire que vous remplissez, vous avez toutes les pièces que vous devez fournir, les statuts de la société avant toute chose,
avoir le siège social de la société. Mais quand ils vont... Parce que vous savez, je dis pas que c'est embêtant, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous les Ivoiriens ont un portable. Tous les Ivoiriens ont une connexion Internet. Il est important que tout le monde s'informe. C'est vrai qu'il faut que l'État informe, mais il faut que la population également aille sur les sites adéquats pour s'informer. Voilà. Aujourd'hui, vous allez sur le site du CPC, vous avez toutes les formalités, vous avez des formulaires qui sont prédéfinis, vous avez des modèles de statut. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, en ce qui nous concerne, nous, avocats ou des notaires, la plupart des clients viennent chez nous parce qu'ils veulent qu'on leur établisse des statuts particuliers. Voilà. Donc, parce que vous devez avoir tous ces documents avant de vous rendre au guichet unique. C'est après, quand vous avez tous ces documents, que le guichet unique vous facilite les formalités, c'est-à-dire qu'il vous aide à avoir votre immatriculation au registre du commerce. Qu'est-ce que c'est que la détention préventive? Merci, madame. Alors, pour aborder la question de la détention préventive, cela implique que nous soyons dans la sphère de la procédure pénale. Et il faut que vous sachiez que tous citoyens que nous sommes, disposons de ce qu'on appelle dans le jargon la liberté de nous déplacer. Nous sommes il nous est loisible de nous installer en toute partie du territoire, donc sur toutes les zones du territoire. Et malheureusement, la détention préventive est justement une mesure qui restreint cette liberté et qui doit donc être strictement organisée, qui est décidée par un juge. Donc ce que je peux vous dire par rapport à la détention préventive, c'est une mesure privative et restrictive de liberté qui est décidée par un juge d'instruction et qui astreint la personne qui est soumise à ce régime à séjourner dans un établissement pénitentiaire. Alors, dans quel cas, maître, la détention préventive peut-elle être ordonnée? Alors, du point de vue du Code de procédure pénale, il faut dire que nous sommes aujourd'hui sous l'empire d'un nouveau Code de procédure pénale qui astreint donc toute personne potentiellement inculpée à être placée sous mandat de dépôt, donc à séjourner au sein d'un établissement pénitentiaire dans les hypothèses où cette personne serait soupçonnée d'avoir commis un crime, un délit. Ceci dit, il faut également préciser que la détention préventive, du point de vue du législateur, est une mesure exceptionnelle qui ne peut être envisagée que lorsque, 1, la liberté ne permet pas de régler l'instruction, et 2, lorsque ce qu'on appelle dans le jargon le contrôle judiciaire. De ce point de vue, nous avons copié la France. Le contrôle judiciaire est une mesure de semi-liberté, on va dire de liberté surveillée. La personne n'est pas détenue, elle reste en liberté, mais est astreinte à respecter certaines obligations. Je vais vous citer pêle-mêle, par exemple, l'interdiction qui serait faite de rencontrer, pour quelqu'un qui est poursuivi, la victime, ou de tenter de faire disparaître des indices, l'interdiction de sortir d'un territoire déterminé, éventuellement l'obligation qui est faite à une personne qui serait, par exemple, poursuivie pour consommation de drogue, mais de se soumettre à justement un examen et de suivre les traitements. Et donc, c'est un ensemble de mesures de semi-liberté qui a été imaginé par le législateur, bien entendu, dans le sens de combattre la surpopulation carcérale. Qu'est-ce qu'un enfant en conflit avec la loi? Pour répondre à cette question, je voudrais déjà que vous acceptiez qu'on commence par définir ce qu'est un enfant. L'enfant, c'est un individu, un être humain de moins de 18 ans. Cette définition vient de la Charte africaine de droit de l'enfant, du droit et du bien-être de l'enfant et de la Convention internationale sur la protection des droits de l'enfant. Il y a quand même une nuance, puisque nous voulons aller jusqu'au fond. C'est que la Charte dit 18 ans et la Convention internationale dit qu'un État peut quand même ramener cet âge à moins de 18 ans. Il y a une nuance quand même. Et alors, nous en arrivons maintenant à cette personne, cet enfant, en face de la loi. Et on dit un conflit avec la loi. Un mot terrible. Un mot terrible surtout pour un enfant. Or, la définition est également terrible. L'enfant en conflit avec la loi, c'est l'enfant qui est soupçonné, qui est poursuivi
et qui est convaincu d'infraction pénale, entendez bien soupçonner. Quand nous savons, mais c'est une définition générale, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, mais puisque nous réfléchissons, cela signifie que l'enfant de moins de 18 ans qui est simplement soupçonné est considéré comme étant en conflit avec la loi. Alors que toutes les constitutions, y compris la nôtre, règlent la présomption d'innocence. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on soit condamné définitivement, on est innocent. Donc pour moi, l'enfant ne peut pas être en conflit, défini comme étant en conflit avec la loi, du fait simple qu'il soit soupçonné. Il faut aller au-delà. Et au-delà, peut-être que c'est ce que nous allons pouvoir développer ensemble avec vous. Justement, parlons de cette terminologie ou de l'action juridique, du statut juridique qui est collé. Ces enfants-là avec une appellation triviale de microbe. Et c'est après que cela a mué avec l'appellation ou la désignation de l'autorité gouvernementale à enfants en conflit avec la loi. Alors ces enfants-là, leur statut juridique et judiciaire vis-à-vis de la loi, c'est quoi? Leur statut juridique et judiciaire, c'est d'abord un statut de protection permanente. Contrairement, c'est pour cela que la définition n'est pas tout à fait conforme à ce que la loi, le gouvernement et la société ivoirienne font. Parce que quand vous prendrez la loi sur la minorité, quand vous prendrez le code pénal, le code de procédure pénale, toutes les dispositions relatives à l'enfant dit en conflit avec la loi sont des dispositions protectrices. Voyez-vous? Donc il y a à ce niveau-là matière à réflexion. Et je vous donne un exemple. C'est qu'un enfant qui est, par exemple, soupçonné d'avoir commis une infraction ne peut pas être poursuivi comme un adulte. Il ne peut être poursuivi qu'à la demande expresse du procureur de la République, lequel va d'abord faire appel à l'assistance juridique, judiciaire. Et il n'est pas jugé par les mêmes juridictions que les adultes. Il est jugé soit par un juge des enfants, soit par un tribunal pour enfants, soit même pour le tribunal criminel. Alors le premier cas, mesdames et messieurs, Maître Médafé, est le suivant. Il émane de M. Kokobo. Nos deux parents sont décédés et notre oncle paternel a été désigné par le conseil de famille pour gérer les biens et s'occuper de nous. Ce qu'il ne fait pas de sorte que mes petits frères sont déscolarisés. Que pouvons-nous faire? Premier cas. Oui, concernant ce cas, ce que je peux dire d'abord, c'est que le conseil de famille, tel qu'on le fait traditionnellement, qui est lié aux us et coutumes de chacun, n'est pas le conseil de famille tel que la loi le prévoit. Lorsque les parents décèdent et qu'il n'y a plus de représentants de la famille, le conseil de famille est constitué par le juge des tutelles. La personne intéressée doit saisir le juge des tutelles qui désigne parmi les parents du défunt 4 ou 6 personnes pour constituer le conseil de famille. Ou alors, s'il n'y a pas de parents proches, les amis ou les alliés du défunt pour désigner le conseil de famille. Et c'est dans le conseil de famille qu'on va désigner un tuteur pour les enfants. Ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la coutume qui désigne le conseil de famille, c'est le juge des tutelles. Et le conseil de famille n'est désigné que pour les mineurs. Dans le cas qui nous intéresse, il y a des majeurs manifestement et des mineurs. Les majeurs ne peuvent pas faire l'objet de tutelle. Les majeurs sont indépendants, ils sont majeurs, ils gèrent leur patrimoine eux-mêmes. Dans ces conditions, ce qu'ils peuvent faire, c'est de saisir le tribunal. D'abord, pour faire désigner un tuteur légal à ses frères mineurs, et ensuite saisir le tribunal pour que la succession doit être ouverte. Pour que la succession soit ouverte, il faut déjà faire établir l'acte d'hérédité. On n'est pas héritier naturellement parce qu'on est le fils d'eux. Il y a une procédure à faire. Quand quelqu'un décède, vous saisissez le tribunal pour faire établir l'acte d'hérédité avec l'acte de décès de la personne décédée, les extraits de naissance des enfants, l'acte de mariage, éventuellement si le monsieur était légalement marié, et la déclaration de 2 témoins majeurs, les pièces d'identité de 2 témoins majeurs.
Et notre difficulté souvent se pose à ce niveau parce que la loi dit 2 témoins majeurs, parents ou non du défunt. Ah. Et là, nous avons souvent des difficultés parce que l'acte d'hérédité, quelquefois, est falsifié parce que, pas de la faute du juge qui est de bonne foi, mais de la faute de la personne qui vient faire l'acte d'hérédité. On a vu plusieurs cas où quelqu'un vient en disant « Oui, mon père est mort, on n'est que 4 enfants, il n'était pas marié légalement ». Il prend des comparses que personne ne connaît, que le juge ne connaît pas, et le juge ne fait que demander à ces personnes-là, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Est-ce que vous connaissez la victime? Combien de défunts, combien d'enfants il a laissé? Et sur la parole des gens, sur la bonne foi de la personne qui se présente, le juge délivre un acte d'hérédité. Et il s'avère après qu'il y a d'autres enfants qui n'ont pas été déclarés, et ce qui amène souvent des difficultés. C'est vrai qu'on ne peut pas ajouter à la loi, mais je pense que c'est justement ce qui fait la jurisprudence, c'est de demander au juge désormais de s'assurer de la fiabilité des gens qui viennent servir de témoins. Ça, ce n'est pas exclu qu'on demande. Je préfère avoir quelqu'un du côté du père, du côté de la mère, pour venir attester effectivement de la véracité de ce que la personne vient de dire. Donc, une fois que l'acte d'hérédité est établi, on désigne un notaire, soit amiablement entre les frères et sœurs, soit par voie de justice, et ce notaire-là ouvre la succession, fait les opérations de succession et procède au partage. Maître, dites-nous, l'état de droit, c'est quoi, au juste? L'état de droit, c'est un système institutionnel qui soumet la puissance publique à la primauté du droit. C'est un système dans lequel on estime que chacun est soumis à la loi et chacun ne doit ignorer la loi. Alors, quelle est la finalité recherchée par l'exigence d'état de droit, de l'état de droit? L'état de droit fait partie de la gouvernance. L'objectif fondamental, c'est d'amener la paix dans la société. C'est ainsi que... je vais vous donner un exemple précis. En 2000, il y a eu des élections présidentielles aux États-Unis. Il y avait 2 compétiteurs au final, George Bush pour le camp républicain, George Bush fils pour le camp républicain, et Al Gore pour le camp démocrate. Et finalement, la détermination du vote se faisait au décompte des voix en Floride. La tension sociale était de plus en plus haute et on risquait une implosion de l'État. Il a fallu que la Cour suprême, saisie par certains recours, tranche la question juridique et arrête la computation des bulletins de vote et le pays s'est rallié. La paix a été instaurée par le droit. C'est ça un état de droit. Un état de droit, c'est quand la paix s'instaure par le droit. C'est-à-dire le droit équilibre. Voilà, le droit équilibre, tout le monde se soumet au droit et c'est la primauté du droit qu'il faut dans les rapports entre les hommes et avec les institutions. Alors, quelle est la garantie de l'état de droit dans la pratique judiciaire? Dans la pratique judiciaire, nous estimons simplement que c'est un procès équitable rendu dans des délais raisonnables. Parce que la justice n'est plus la justice quand elle arrive trop tard. Et les garanties du plaideur, c'est par exemple la présomption d'innocence. On explique que même lorsque vous découvrez que quelqu'un avait un revolver fumant au pied d'un homme, un cadavre ensanglanté, et que vous avez la certitude que la raison de ce décès est le fait du tir de cette arme, il faut lui accorder la présomption d'innocence et qu'il puisse se faire entendre par une justice tout à fait équitable. Donc c'est un peu la pratique. Alors, maître, quels sont les principes relatifs à une bonne administration de la justice? Bon, pour une bonne administration de la justice, il y a des principes qui sont des principes directeurs des procès. Lesquels? L'un des principes directeurs du procès, c'est le double degré de juridiction. Aujourd'hui, on peut dire le triple degré de juridiction. Si vous êtes passé devant un premier juge et vous n'êtes pas satisfait, alors on vous donne la possibilité de saisir un juge d'appel. Le juge d'appel, si vous n'êtes pas satisfait, vous allez saisir la Cour de cassation. Alors, au départ, on parlait de double degré de juridiction, maintenant on peut parler d'un triple degré de juridiction, puisque la Cour suprême a la possibilité de reprendre tout le dossier. À l'époque, elle tranchait la question uniquement en droit. Aujourd'hui, elle reprend le dossier, elle évoque le dossier, comme on le dit, sur le plan technique, et elle statue au fond du dossier. En plus, en dehors de cela, en dehors du double degré de juridiction, il y a la publicité des débats.
la justice se fait transparente. Elle accueille tout le monde, les portes sont ouvertes et les débats se font en présence de tout le monde. Et on espère que vous avez tout bien noté. Pour ceux qui auraient éventuellement manqué ces numéros-là, c'est l'occasion également de remercier toutes ces personnes érudites qui nous font l'insigne honneur de leur présence les mardis pour développer ces sujets très importants de droit. Nous en sommes donc à la fin de ce programme. Marcelin. Merci en tout cas, merci du fond du cœur à Monsieur le bâtonnier, à Monsieur le ministre de la Justice, à tous ceux qui nous ont aidés et qui continuent donc de nous aider, de nous donner un coup de main pour cette émission qui s'achève maintenant. Lundi prochain, nous serons avec vous dans le cadre de mercredi, le récap du mercredi. Ciao, ciao.